Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire que nous avons dédié à la qualité de l'air intérieur et l'impact des produits de construction sur cette qualité de l'air. Nous allons être ensemble pour une petite heure et nous allons vous proposer un programme qui propose à la fois un témoignage par une experte, un témoignage de l'entreprise et une session de questions-réponses à la fin. Les objectifs qu'on s'est donnés pour cette séance, c'est d'examiner quelle est la contribution des matériaux et produits de construction à la pollution de l'air intérieur et comment on peut choisir des matériaux et produits qui sont moins polluants. Et également aborder l'importance de bien ventiler son bâtiment pour avoir une bonne qualité d'air intérieur. On a réparti cette heure qu'on va passer ensemble. Après un temps d'introduction, nous allons avoir l'intervention par notre intervenante pendant à peu près 40 minutes. Nous allons ensuite avoir le témoignage d'une entreprise et de peinture. Et nous avons réservé une quinzaine de minutes pour vos questions. Avant de commencer, je me présente. Je vais animer le rendez-vous de ce soir. Je m'appelle Lina Bourgeois. Je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est le centre de ressources régional dédié à la construction durable. On agit auprès des professionnels du bâtiment pour vous accompagner dans le changement de vos pratiques pour construire des bâtiments plus vertueux. On organise des différents moments de rencontres, dont celui-ci, et ce soir, on organise le rendez-vous en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat. Thierry, je vais te donner la parole pendant quelques minutes pour présenter l'équipe régionale de la CMA. Donc bonjour à tous, merci Lina pour cette organisation de cette réunion sur la qualité de l'air intérieur. Donc au niveau de la Chambre de métier, nous sommes une équipe au niveau du développement durable avec un référent sur l'ensemble de chaque département de Bourgogne-Franche-Comté. Moi, Thierry Léger, je suis basé à Auxerre dans l'Yonne, mais on a une collègue dans la Nièvre, Mélodie, Émilie dans le 71, Lionel dans le Jura, Sophie qui couvre 2 départements, la Haute-Saône et le Doubs, David sur le territoire de Belfort et Iris sur la Côte d'Or. Donc pour toutes les questions liées au développement durable au sens large, vous pouvez nous contacter directement depuis notre site internet artisanat-bfc.fr sur des questions par rapport au bâtiment comme on est en train d'évoquer ce soir, mais aussi d'autres sujets sur le développement durable au sens large. Et je me permettrai de faire une petite... si vous avez des soucis sur l'énergie, surtout n'hésitez pas à nous contacter par rapport aux tarifs de l'électricité, du gaz ou autres. N'hésitez pas à nous contacter et voir avec vous éventuellement les aides que vous pourriez avoir. Voilà, je ferme cette petite parenthèse et je relaisse la parole à Lina pour développer le sujet qui nous intéresse ce soir. Merci beaucoup Thierry, y compris pour la petite parenthèse. J'ai des petits soucis de conduite de la roulette, je vais y arriver. Quelques informations pratiques avant que l'on continue. Comme vous l'avez remarqué, nous avons bloqué vos caméras et vos microphones, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas échanger avec vous, au contraire. Vous pouvez faire part de vos commentaires dans le module qui s'appelle Discussion, normalement tout en haut de votre écran ou tout en bas. Juste à côté, vous avez 2 petites bulles qui s'affichent, qui s'appellent Q&R. On aimerait bien que vous posiez vos questions dans le modèle QR, d'une part parce que c'est plus facile pour nous de les considérer comme des questions et pas des commentaires généraux. Et je précise aussi que le support de présentation, le replay, seront disponibles sur le site du pôle énergie. Avant de commencer et laisser la parole à notre intervenante, je vais faire juste un petit sondage pour savoir qui on a avec nous aujourd'hui, parce que vous nous voyez, mais on ne nous voit pas. Donc, je vais simplement poser une question pour mieux vous connaître. Quel est votre domaine d'activité? Donc, vous allez voir afficher à l'écran un petit sondage. Donc, vous cochez simplement le métier qui vous correspond. Est-ce que vous êtes une entreprise d'électricité, de plomberie, chauffage, ventilation, isolation, plâtrerie? Je ne vois pas de réponses qui arrivent, donc si, ça y est, ça commence à arriver. J'ai quelques réponses. Donc, on a les couvreurs avec nous, les étancheurs, électriciens,
N'hésitez pas, vous autres, à répondre pour qu'on sache un peu qui on a en face de nous. Je vais laisser encore un petit peu de temps pour trouver le sondage et afficher vos réponses. Vous êtes à peu près la moitié à avoir répondu pour l'instant. Je vais arrêter le sondage là et je vais partager les résultats. Donc, vous n'avez pas tous répondu, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'on a avec nous des représentants du métier de l'électricité, plomberie, chauffage, ventilation, couverture et étanchéité. J'arrête le partage et je vais donner la parole à l'intervenante, notre experte de ce soir. Je vous présente Ambre Marchand-Moury, qui est chargée d'études qualité des environnements intérieurs au CEREMA. Et elle va prendre la parole et elle va expliquer tout ce qu'on a besoin de savoir concernant la qualité d'air intérieur et le bâtiment. Ambre, je te laisse la parole. Bonsoir à tous, merci Lina. Est-ce que je peux récupérer le partage d'écran, s'il te plaît? Oui, je vais arrêter le partage. Voilà, c'est à toi. Merci. Hop, 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 est-ce que vous voyez du coup le document? Oui, c'est parfait. Ok, très bien. Donc, je vais vous parler effectivement de qualité d'air intérieur. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Il y a un temps dédié à la fin, effectivement, pour que je puisse vous répondre. Mais s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, vous n'hésitez pas à les mettre et puis Lina m'interrompra pour que je puisse repréciser. Donc, en 2 mots, le CEREMA, l'organisme dont je fais partie, qui est le Centre d'études sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, c'est un établissement public administratif. Dans le conseil d'administration, on est autant représenté par l'État que par les collectivités territoriales adhérentes. Donc, on est vraiment à 50-50 entre l'État et les collectivités. La raison d'être du CEREMA, c'est d'apporter une expertise technique et scientifique, puis forcément impartiale et neutre, puisqu'on est des agents du service public. On a 6 domaines d'intervention, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui concerne les bâtiments. Alors, quel est l'enjeu sur la qualité d'air intérieur? Donc, je vous ai fait un petit nuage pour vous montrer une mauvaise qualité d'air intérieur. Globalement, la problématique, quand on va être soumis à une qualité d'air intérieur dégradée, ça va partir de problématiques d'inconfort, type sécheresse au niveau des voies ORL, au niveau des yeux, éventuellement des démangeaisons, jusqu'à des vraies problématiques de santé, type asthme, allergie, voire cancer pour certains polluants. Pour vous donner un ordre de grandeur, peut-être en termes d'échelle, dans les années 70, on considère qu'il y avait à peu près 3% de la population qui était allergique. Aujourd'hui, on est plutôt à 30%. Alors, l'air intérieur n'est pas la seule cause, mais elle participe. Et du coup, c'est intéressant de voir que c'est quand même une problématique plutôt montante. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça représente en coût au niveau de la France, ça vaut, la mauvaise qualité de l'air intérieur, à peu près 19 milliards d'euros par an. Ça, c'est une étude de l'ANSES qui le montrait en 2014. La source est en bas et quand vous aurez le diaporama, c'est cliquable. Si vous cliquez dessus, vous atterrirez sur l'étude. Et puis, indépendamment de l'aspect sanitaire, une mauvaise qualité d'air intérieur est souvent associée à une trop forte humidité à l'intérieur. Et donc, du coup, il y a des risques de développement de moisissure et donc de détérioration du bâti. L'image que vous voyez avec le plafond qui ressemble à une peau de dalmatien, en fait, ce sont des moisissures. La souche, en l'occurrence, c'est du stachybotrys. Et du coup, il y a des risques structurels, vraiment, que le plafond s'effondre au bout d'un moment. Au-delà de ça, il y a aussi des risques en termes d'émissions de toxines qui sont dangereuses pour la santé. Donc, la démarche que je vais essayer de vous détailler sur la qualité de l'air, c'est la même qu'on retrouve en gestion des risques dans plein de domaines. Ça va être essayer d'éviter le risque autant que possible. Donc, dans le cas de la qualité de l'air, ça va être essayer de repérer où est-ce qu'on peut avoir des polluants pour les limiter à la source, éviter de les faire rentrer. Et puis après, ça va être réduire. Et là, en l'occurrence, réduire la concentration de polluants, ça va être en renouvelant l'air, c'est-à-dire en faisant venir de l'air extérieur un peu plus sain à l'intérieur pour qu'il fasse ressortir tous les polluants. Donc, renouveler l'air, c'est à la fois évacuer l'air intérieur qui est vicié par différentes sources d'émissions, et puis à la fois faire rentrer de l'air, entre guillemets, neuf. Alors, j'ai mis des guillemets parce qu'il n'est pas neuf, cet air, c'est juste l'air extérieur, qui en fait est globalement moins pollué que l'air intérieur, et donc on va essayer de le faire rentrer. On en a besoin pour nous, occupants, pour respirer, notamment pour avoir suffisamment d'oxygène et pas trop de dioxyde de carbone. On en a aussi besoin pour les appareils à combustion. Je pense notamment à tout ce qui est poêle à granules qu'on retrouve beaucoup ces temps-ci, qui ont besoin d'oxygène et s'ils n'en ont pas suffisamment, ils vont se mettre à émettre
du monoxyde de carbone qui, lui, est mortel à court terme. Donc, on va faire une première partie sur comment éviter les polluants et puis une seconde partie sur comment faire pour renouveler l'air, sachant que là, pour le coup, le focus est vraiment mis sur comment éviter. C'est ce sur quoi je vais le plus m'étendre. Donc, pour savoir comment les éviter, la première question, ça va être de les repérer. On va repérer trois catégories de sources de polluants. Il va y avoir des sources extérieures. La pollution extérieure, donc en général, vous avez pas mal entendu parler via les informations. De toute manière, ça va rentrer à l'intérieur, ces polluants-là. Donc là, typiquement, ça va être les sources liées au trafic routier, donc tout ce qui va être particules fines, tout ce qui va être oxyde d'azote. Ça va être des sources liées éventuellement aux industries, aux pratiques agricoles, voilà, c'est divers, mais toutes ces sources-là que vous retrouvez dehors, globalement, arriveront à un moment ou à un autre à rentrer dans le bâtiment. Ensuite, on a des sources spécifiques de l'intérieur, des sources qui sont liées au bâtiment lui-même. Donc, on va y revenir aussi. Et puis, des sources qui sont liées aux activités qu'on pratique à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Par exemple, le ménage, la cuisson. Je ne dis pas qu'on ne fait jamais le ménage dehors, ni qu'on ne fait pas de barbecue, mais c'est quand même plutôt marginal. Globalement, c'est surtout des activités qu'on retrouve à l'intérieur et qui peuvent émettre des polluants. Donc, vous avez une petite image là de Qualitel qui vous recense différents types de polluants qu'on retrouve dans ces trois catégories. Là, nous, on va surtout s'axer sur les sources liées au bâtiment et un peu les sources liées aux activités, mais beaucoup moins. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer de limiter les sources liées au bâtiment? On va avoir trois catégories d'actions possibles. La première, ça va être de se focaliser sur l'étiquetage qui va nous donner déjà des premières indications pour choisir, par exemple, des matériaux de construction ou de décoration qui soient plus sains. Après, on va voir les FDES. Alors, FDES, c'est un acronyme pour Fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Vous en avez peut-être entendu parler dans le cadre de la réglementation environnementale 2020, parce que la partie environnementale devient obligatoire dans le neuf pour la RE 2020. La partie sanitaire, elle n'est pas toujours la plus remplie, mais ça peut être une source d'information intéressante aussi, encore une fois, pour vos matériaux de construction. Et puis la dernière partie, ça va être les labels environnementaux qui vont plus loin que les obligations réglementaires. On va les reprendre une par une et commencer par ce qui est obligatoire, c'est-à-dire l'étiquetage. L'étiquetage, en termes de cadre réglementaire, il est issu d'un décret. Les produits concernés sont très, très larges. Ça va être depuis les produits de construction, tout ce qui va être revêtement de sol, peinture, vernis, colle, des produits de décoration vont être concernés aussi. Ça ressemble à l'étiquette que vous avez en haut à droite du diaporama et que vous avez certainement déjà vu dans les magasins de bricolage notamment. On la retrouve un peu partout, cette étiquette. Qu'est-ce qui va être regardé pour choisir la classe, donc depuis A+ jusqu'à C? On va regarder 10 composés organiques volatiles. L'acronyme COV, c'est pour composés organiques volatiles. Donc, on en cherche 10, sachant qu'en ordre de grandeur, en réalité, il en existe plusieurs centaines. Mais on ne peut pas tous les chercher, donc là, on va en regarder 10, plus les composés organiques volatiles totaux. Ce sur quoi l'indicateur qu'on retient, là, ce sont des seuils d'émission. Donc, c'est-à-dire pas la quantité de polluants ou de composés organiques que vous avez dans la peinture, mais la quantité qui va être émise. Et elle est exprimée en microgrammes par mètre cube. La grosse limite, on va dire, de ce système-là, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'essai en laboratoire pour choisir la catégorie, et ça reste de l'autodéclaration de la part de l'industriel. Donc, comme il n'y a pas de contrôle et comme ils n'ont pas d'obligation de faire des essais, on imagine qu'ils sont assez peu enclins à se mettre tout seuls en classe C. C'est-à-dire que voilà, l'intérêt de cet étiquetage, c'est que comme il est partout, ça permet de commencer à sensibiliser sur la qualité d'air intérieur. Pour des gens qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est une première façon de rentrer sur le sujet. Par contre, ce n'est pas une information très fiable, vu qu'elle n'est pas contrôlée. Comment on détermine la classe d'émission? Alors, en fait, on va classer polluant par polluant et on va retenir la classe la plus pénalisante. Donc, si je vous mets un exemple, là, vous avez les différentes classes, à savoir que la classe A+, globalement, c'est celle sur laquelle on considère qu'il n'y a pas de risque pour la santé, d'après les données de l'ANSES. Et là, si on prend cet exemple-là, vous voyez, donc en bleu, c'est ce sur quoi chacun des polluants a été classé. Donc là, vous avez le formaldéhyde qui est dans la catégorie C, le reste est en B, en A ou en A+. Et du coup, comme on prend la classe la plus pénalisante, là, on va retenir la classe C. Alors là, je vais voir si j'ai été claire. Est-ce que pour vous,
quand vous avez ce tableau-là, donc en bleu, vous vous souvenez, c'est la classe qui est retenue pour chacun des polluants. À votre avis, quel est l'étiquetage définitif de ce produit? Vous pouvez le mettre à la réponse dans le chat. Hein. On a une vote. Oui. La personne a répondu la classe B. C'est ça. Non, 2 réponses classe B. Parfait, très bien. Donc effectivement, c'est la classe B, on retire la plus pénalisante. Donc ça, c'était pour l'étiquetage. Ensuite, on a un autre niveau d'information qui sont ces fameuses fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc il y a encore une fois un cadre réglementaire, mais pour le coup, on est sur une démarche volontaire du fabricant. Volontaire dans le sens où je vous ai dit que pour la RE 2020, on en aurait besoin pour les calculs, mais ça, c'est seulement dans le neuf. Dans tout ce qui va être rénovation, ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est le fabricant qui peut décider d'avoir une fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Pour le coup, la procédure est normée. Donc là, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi et c'est pas, ils décident comme ça d'être dans une classe ou une autre. Il y a vraiment une procédure à suivre. Vous avez le nom de la norme avec son complément et il y a un complément national. Cette FDES, non seulement elle est normée, mais en plus, elle va être vérifiée par une tierce partie qui est indépendante. Donc là, on peut dire qu'en termes de fiabilité, les informations qu'on a seront fiables. Les produits concernés sont tous les produits fabriqués en vue d'être incorporés, assemblés, utilisés ou installés de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiments que de génie civil. Sachant que les compléments en termes de normes ne sont pas les mêmes quand on est dans du génie civil ou dans du bâtiment, mais le principe des FDES est très large. Et les informations données, alors on va avoir les caractéristiques du produit, on va avoir une unité fonctionnelle et une durée de vie du produit, et puis on a l'analyse du cycle de vie. Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler dans le cadre de la RE 2020. Le principe, c'est de regarder sur la vie entière du produit, depuis sa fabrication jusqu'à soit son recyclage, soit sa mise en déchetterie, quel va être son impact carbone. On a aussi des informations sanitaires dedans. La validité de ces FDES, elle est de 5 ans. Tous les 5 ans, il faut la refaire. Et vous la trouvez sur la base IGNIES. Donc là, c'est pareil, le logo IGNIES, si vous le pointez avec la souris, vous serez renvoyé automatiquement sur la base. À savoir que la partie sanitaire n'est pas obligatoire actuellement dans la RE 2020. Petit à petit, on en a de plus en plus qui sont renseignées, mais elles ne le sont pas toutes. Et à savoir également que c'est des sources d'informations qui sont très détaillées, est très compliqué parce que vous allez avoir la liste des noms chimiques des molécules avec des seuils en face et vous ne saurez pas forcément les interpréter parce qu'on ne connaît pas toutes ces molécules-là pour le grand public. Ce n'est pas des données qu'on emploie tous les jours et il n'y a pas forcément tout le temps une donnée sanitaire à mettre au regard. On peut avoir le nom d'une molécule, donc en général c'est un nom à rallonge, un taux qui aura été calculé, mais pas forcément de seuil auquel se comparer sur le plan sanitaire. Donc là, vous avez quelque chose d'exhaustif, mais de fiable, mais de pas forcément facilement exploitable. Donc voilà, on avait les étiquettes pour lesquelles c'est facile à comprendre, mais par contre, c'est modérément fiable. Les FDES qui sont difficiles à comprendre, mais qui par contre sont fiables. Et après, on a les labels environnementaux. Donc là, sur les labels, c'est pareil, si vous mettez votre souris dessus, ça vous renverra sur le guide de l'ADEME, que je vous ai cité, pour lequel je vous ai mis une capture d'écran, qui est un guide intéressant même à titre individuel parce qu'il vous donne les labels les plus courants ou les plus vertueux sur différents types de produits. Donc, dans le domaine du bâtiment pour votre activité professionnelle, mais vous aurez aussi, par exemple, tout ce qui va être produit d'entretien, qui, sur le plan personnel, peut être intéressant. Alors, les labels, ce qu'on peut en dire de manière générale, c'est qu'on a un cahier des charges par label. C'est ce qui rend compliqué le sujet, c'est que d'un label à un autre, le seul moyen de savoir ce qui est contenu dedans, c'est de lire le cahier des charges. C'est une démarche volontaire sur le principe. Le principe est toujours d'aller plus loin que les exigences réglementaires. Ça peut être sur le plan environnemental ou sur le plan sanitaire. Et ce n'est pas exactement la même chose, on va y revenir. Sur le plan environnemental, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un matériau qui est considéré comme naturel et qui est naturel n'est pas forcément un matériau qui est sain. Il y a une confusion parfois un petit peu liée notamment au marketing, mais je peux vous donner un exemple simple. L'amiante, c'est parfaitement naturel. On pourrait éventuellement se dire qu'elle est bio. On ne peut pas dire qu'elle soit saine pour la santé humaine parce que c'est quelque chose de cancérigène. Donc ça, c'était l'exemple de l'amiante que vous connaissez dans le bâtiment. On peut le retrouver sur plein d'autres sujets. Donc voilà, d'où les labels sur le plan
n'ont pas forcément les mêmes exigences que ceux sur le plan sanitaire. En termes de définition, ce qui est bon à avoir à l'esprit aussi, c'est qu'il y a une différence entre la teneur et l'émission. La teneur, ce que je vous expliquais un tout petit peu tout à l'heure avec l'étiquetage, c'est la concentration d'un polluant que vous allez retrouver dans votre produit. Par exemple, dans une peinture, vous allez avoir une certaine concentration de formaldéhyde, par exemple. Celui-ci, s'il reste à l'intérieur de la peinture, il n'a pas forcément un impact sanitaire. Pour avoir un impact sanitaire, ce qu'on va regarder, ça va être l'émission, parce que l'émission, c'est ce qui part du produit pour aller dans l'air, et une fois dans l'air, on va le respirer. Donc voilà, c'est ce qui est dégagé en substance en fonction du temps. Là, je vous ai mis une comparaison de 4 labels avec soit des objectifs en termes de teneur, soit des objectifs en termes d'émission. Et on voit qu'il peut y avoir des différences conséquentes entre la partie teneur et la partie émission. Oups, pardon. Je vais tout vous mettre du coup. Alors, en cours de chantier, il y a aussi des sujets sur lesquels on peut faire attention. L'enjeu, ça va être que tous les labels dont je vous ai parlé, ou les étiquetages, ou les FDES, c'est les propriétés des matériaux qui sont garanties à l'achat. Ça veut dire que quand vous achetez votre matériau, il a telle ou telle propriété. Maintenant, si vous le stockez dans des mauvaises conditions ou s'il est pollué de manière secondaire sur le chantier, ça va avoir des impacts sur la qualité de l'air et c'est complètement indépendant du label. Donc, pour essayer de prévenir ça, il y a des guides de bonne pratique, notamment le guide Ishakai que vous avez en haut à droite et qui est cliquable aussi. En pratique, il y a plusieurs sujets sur lesquels il va falloir être vigilant. Le premier, c'est le tabagisme sur chantier. Je pense que ça, on a tous vu. C'est interdit en pratique, mais en théorie plutôt, et en pratique, on a tous déjà vu des personnes fumer sur chantier. Pour tout ce qui va être notamment matériaux poreux, je pense aux plaquos, je pense aussi aux isolants. Là, pour le coup, si vous fumez, les molécules qui sont émises par la cigarette vont aller s'absorber dessus et pourront dégazer secondairement. C'est-à-dire que votre matériau qui était sain à la base, il va absorber tout ce qui vient de la cigarette. Et dans la cigarette, il y a à peu près 4000 molécules chimiques différentes. Et une fois que vous l'aurez posé, eh bien, il va les réémettre dans l'air. Ça, c'est un des graphiques issus de Ishakai qui vous montre à quel moment dans le suivi d'un chantier, on va avoir des pics d'émissions. Et qui vous donne, au regard de ces données-là, on a des bonnes pratiques pour essayer d'éviter d'avoir des pics trop importants. Ça va notamment être sur le stockage des matériaux et des systèmes. Donc, tout ce qui est matériaux poreux, ce que je vous disais, c'est qu'il faut qu'ils soient dans des locaux où on est sûr de ne pas avoir de contamination. Donc, des locaux où on maîtrise l'humidité relative et où on essaye de contrôler également l'empoussièrement. Et puis, par contre, les matériaux émissifs, eux, il faudrait les mettre à part dans un local ventilé pour qu'ils puissent non seulement émettre, mais dégazer et plutôt à l'extérieur du bâtiment. Et puis, un autre sujet majeur dans la phase de chantier, ça va être la gestion de l'humidité. Il va falloir respecter les temps de séchage, notamment des dalles, je pense à ça, entre autres, pour les revêtements de sol. Et puis, il va falloir faire attention à ventiler pendant la phase chantier pour ne pas se retrouver avec des problématiques de moisissure dès la phase chantier. Parce que comme on a des locaux de plus en plus étanches à l'air, déjà en phase chantier, ils vont être étanches à l'air, avant qu'on ait mis en place le système de ventilation définitif. Et donc, on risque d'avoir des problématiques, notamment de moisissure, dès la phase chantier. Alors, je voulais vous faire un petit zoom sur les procédés de dépollution. Vous voyez qu'il y a des guillemets à dépollution. On en a entendu beaucoup parler, notamment dans le cadre de la crise Covid, mais déjà un peu avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, il est quand même bien préférable pour l'air intérieur de rester sur la démarche dont je vous ai parlé au début, qui consiste à éviter au maximum de faire entrer des polluants, puis renouveler l'air, plutôt que de se dire on fait rentrer des polluants et on les dépolluera, parce que ça ne marche pas tellement. Donc, le procédé le plus en vogue historiquement, c'était les plantes dépolluantes. Alors, certes, ça peut fonctionner, mais en enceinte. C'est-à-dire que dans les conditions réelles du bâtiment, il vous faudrait une quantité de plantes telle qu'on aurait l'impression de vivre dans une forêt vierge à l'intérieur de votre bâtiment pour que ça marche. Concrètement, donc, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de plantes dans les bâtiments, c'est très joli, ce n'est pas le souci. Il ne faut pas compter dessus, par contre, pour dépolluer. Ça ne marche que quand on a une concentration de plantes vraiment très, très importante. C'est surtout en plus le système racinaire des plantes qui dépolluent. Or, le système racinaire est rarement directement au contact de l'air. Et puis, en plus, avec les plantes, vous allez avoir un risque de développement de moisissure parce que la terre peut être trop humide. Bref, donc, globalement, ce n'est pas une bonne idée pour la dépollution. Je vous ai mis le bulletin de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui a fait un petit résumé sur ce sujet-là. Et c'est pareil, il est cliquable, vous pourrez avoir le détail si vous le souhaitez.
Ensuite, ce qu'on a entendu arriver pas mal avec la crise Covid, mais ça existait déjà un petit peu avant, simplement ils ont été remis au goût du jour à ce moment-là, c'est tout ce qui est épurateur d'air. Donc l'INRS et l'ANSES, on va le voir juste après, déconseillent fortement l'utilisation de ces appareils, notamment quand il y a un traitement photochimique de l'air, c'est-à-dire un traitement qui va couper les molécules. Pourquoi? Parce que globalement, d'une part, l'efficacité n'est pas prouvée dans les conditions réelles d'usage d'un bâtiment. Ça marche en enceinte et pas nécessairement dans un bâtiment. D'autre part, ça va créer des polluants secondaires. Et ces polluants secondaires sont parfois bien plus dangereux que le polluant initial. Donc, globalement, à éviter. Pareil, vous aurez le bulletin complet sur le petit logo INRS qui vous renvoie sur l'avis de l'INRS complet. L'ANSES avait déjà fait un avis qui allait dans le même sens en 2017. Ils ont remis à jour leur évaluation en 2022 en concluant sur la même chose. Globalement, in situ, on n'est pas trop sûr des performances qui ont été décrites dans la notice, parce que ça, c'était vrai en enceinte. Or, dans un bâtiment, notamment les conditions de renouvellement d'air ne sont pas les mêmes. Et on a toujours ce risque de polluants secondaires. Donc là, de la même manière, si vous cliquez sur le logo ANSES ou si vous cliquez sur l'ANSES, vous aurez le renvoi sur les avis complets émis par l'agence. Voilà pour ce qui est de la partie émission. Maintenant, je vais vous parler de la partie réduire, une fois qu'on a émis quelques polluants quand même malgré tout, réduire les concentrations qu'on a dans le bâtiment en essayant de renouveler l'air. Donc là, le principe, c'est qu'on a 3 voies de renouvellement d'air dans un bâtiment, qui ne sont pas égales entre elles, mais on en a 3. La première, ça va être l'aération. C'est celle dont vous avez beaucoup entendu parler avec la Covid. Le principe, c'est d'ouvrir les fenêtres ou les portes qui donnent sur l'extérieur. J'insiste sur la partie donne sur l'extérieur parce qu'on voit souvent, notamment dans les écoles, des gens qui pensent aérer en ouvrant la porte qui donne sur le couloir. Ça, ce n'est pas de l'aération. C'est éventuellement de la dilution de vos polluants chez le voisin, mais ce n'est pas de l'aération. En termes de tendance, avant le Covid, on était très clairement en baisse sur ces habitudes-là. Si on prend les générations de nos grands-parents ou même encore avant, au début du siècle, les personnes apprenaient à aérer. C'était dans les manuels scolaires, on apprenait qu'il fallait aérer pour garder un air sain. Nous, on a plutôt été élevés dans une période où on commençait à faire attention à l'énergie et on nous disait qu'ouvrir consistait à chauffer les moineaux. Donc, entre les deux, l'aération, ça a quand même son intérêt sur la qualité de l'air. On l'a bien vu sur la période Covid. Maintenant, il faut savoir le faire dans les bonnes conditions pour ne pas avoir trop d'impact en termes de consommation d'énergie. J'y reviendrai juste ensuite. Donc ça, c'est une première voie, l'aération. Ensuite, on a une seconde voie qui sont les défauts d'étanchéité. Donc, concrètement, les défauts d'étanchéité, c'est toutes les fuites qu'on va retrouver dans l'enveloppe du bâtiment qui font communiquer l'air intérieur et l'air extérieur, mais par des voies qu'on n'avait pas tellement prévues. Donc là, vous avez un exemple autour d'une menuiserie, entre l'ouvrant et le dormant. On voit bien qu'il y a un espace noir. C'est l'espace où actuellement on aurait un joint, mais sur des vieilles menuiseries comme ça, il n'y avait pas de joint. Et si on mettait la main à côté, on sentait très bien le courant d'air. Donc ça, globalement, les défauts d'étanchéité, c'est plutôt de mieux en mieux maîtrisé. On en a de moins en moins. Dans le neuf, il y a des objectifs avec des mesures qui sont faites à réception. En rénovation, globalement, ça fait partie des sujets sur lesquels on va travailler quand on fait une rénovation énergétique. Et donc, on va limiter ces défauts d'étanchéité. Ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Alors, du point de vue thermique, il n'y a pas de débat, oui, c'est beaucoup mieux. Du point de vue qualité d'air intérieur, c'est plutôt mieux parce que ça évite d'avoir des fuites parasites et ça évite d'avoir de l'air qui passe, on ne sait pas trop comment et pas trop par où. Par contre, pour que ce ne soit pas un problème, il faut qu'on mette, pour remplacer ce renouvellement d'air qui va diminuer, en place un autre système, et en l'occurrence une ventilation. La difficulté, elle est à ce niveau-là, c'est que globalement, chez nous, les ventilations sont plutôt défaillantes. Donc, si je reprends mes 3 voies, on avait l'aération, plutôt en baisse, à voir après ce que ça donnera cette année, parce que maintenant, on va être sur des consignes à la fois d'aérer pour le Covid et à la fois de fermer les fenêtres pour l'énergie, donc je ne sais pas ce que ça va donner en synthèse. Sur les défauts d'étanchéité, on est très clairement en baisse. Sur la ventilation, il faudrait qu'elle puisse prendre le relais et qu'elle assure un renouvellement d'air pour qu'on puisse respirer un air sain à l'intérieur. La problématique, c'est qu'on a des gros soucis de non-conformité avec les ventilations. Donc, pour reprendre les choses depuis le début, une ventilation, sa définition, c'est que c'est un système qui peut être passif ou actif, et on y reviendra après, et qui a vraiment pour objectif de renouveler l'air intérieur. Elle est obligatoire dans le logement neuf. C'est le seul cas dans lequel elle est obligatoire.
En rénovation, malheureusement, ce n'est pas une obligation. Alors, éventuellement, vous allez me dire, peut-être dans la réglementation thermique globale, on pousse vers le fait de mettre en place des systèmes de ventilation. Dans la rénovation thermique élément par élément, c'est beaucoup moins clair. Et dans le tertiaire, à l'heure actuelle, ça n'est pas obligatoire en tant que tel. Si vous avez une surface d'ouvrant suffisante par rapport à votre volume d'air, vous n'êtes pas obligé de mettre en place un système de ventilation sur le plan purement réglementaire. Dans les faits, ce serait une énorme sottise de ne pas le faire, mais ça existe encore. Donc, si je reprends un peu point par point, l'aération, donc je vous ai donné la définition. En haut, vous avez une petite image qui correspond à une vidéo, si vous cliquez dessus, qui vous donnera des indications sur comment aérer de manière efficace. Pour donner les grandes lignes, le principe, ça va être d'aérer si possible en traversant et si possible en grand, parce qu'on augmente le renouvellement d'air, il est vraiment beaucoup plus important à ce moment-là. Et du coup, il faut moins de temps pour renouveler l'air de la pièce. Et donc, on ne va pas trop perdre en température parce que, en termes d'inertie, nos murs se seront pas refroidis. Donc, quand on va refermer, on devrait assez vite réatteindre la température de consigne. Donc, voilà, autant que possible, il faudrait aérer en grand et en traversant. Vous voyez en termes d'ordre de grandeur que si vous ouvrez seulement d'un côté, il faut en gros le double de temps pour arriver à renouveler l'air de toute la pièce. Et le silo battant est clairement inadapté à ce niveau-là parce qu'il va falloir vraiment très très longtemps pour renouveler l'air. Et en plus, si vous avez un système de ventilation, vous allez le chanter avec ce genre de système. L'aération est complémentaire à la ventilation et on va y revenir juste après. Et il y a une étude de Santé publique France qui est intéressante parce qu'elle montre que les personnes qui déclarent avoir l'habitude d'aérer sont globalement moins contaminées à différents polluants que les personnes qui n'ont pas cette habitude-là. Donc, on est sur du déclaratif. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, il y a eu des mesures qui ont été faites à l'intérieur du corps des patients, donc des mesures par prélèvement de sang, d'urine ou de cheveux. Et on se rend compte que les personnes sont effectivement moins contaminées. Jusque-là, on le savait sur le plan théorique, mais là, ça nous permet de savoir vraiment que concrètement, il y a un bénéfice pour la santé du fait d'aérer. Je ne rentre pas forcément dans le détail des noms des molécules qui ont été cherchées et pour lesquelles on a vu une corrélation entre l'aération et les concentrations qu'on avait dans le corps. C'est globalement des polluants qui sont très liés à nos modes de vie et à ce qu'on met à l'intérieur. Les perfluorés, ça va être notamment des choses qu'on va retrouver dans les poêles en téflon. Et les retardateurs de flammes brûlées, ça va être des choses qu'on retrouve notamment dans tout ce qui va être textile, justement pour éviter la propagation des incendies. Donc, je vous ai dit qu'aération et ventilation, c'était complémentaire. On va voir pourquoi. Donc, là, si on prend l'exemple d'une classe, à 8 heures, on va faire entrer des enfants et puis un professeur dedans. Et ils vont tous respirer. Et comme je ne vous apprends rien du tout, quand on expire, on émet de l'humidité. Globalement, au bout de 2 heures où tout le monde respire dans cette classe, dans un endroit où il n'y a pas de ventilation, on passe d'une humidité relative qui se trouve à peu près à 40% jusqu'à une humidité relative de 80%. Pour vous redonner les ordres de grandeur, si vous ne les avez pas à l'esprit, globalement, on considère qu'on est dans une zone de confort entre 40 et 60%. 80%, c'est beaucoup. On peut commencer à avoir des condensations à 80% et donc des risques après de développement de moisissures. À la récréation, on fait sortir tout le monde. Donc, globalement, il n'y a plus de source d'émission, plus personne ne respire, donc il n'y a plus personne qui émet de l'humidité dans le bâtiment. Et on ouvre les fenêtres. Et en un quart d'heure, donc de 10h à 10h15, on voit qu'on a une décroissance très importante de l'humidité relative. On passe de 80% à 50%. Et puis, on fait re-rentrer les élèves, on referme et on repart pour 2 heures et forcément, ça réaugmente. Maintenant, si on prend la même classe, mais qu'on met en place un système de ventilation. Donc, à 8 heures, on refait rentrer les élèves et professeurs. Ils vont respirer en continu pendant 2 heures. Mais là, on voit qu'au lieu de monter à 80%, on va monter seulement à 45% d'humidité. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on va émettre de l'humidité en respirant, le système de ventilation va évacuer l'air et donc permettre d'éviter d'avoir des pics trop importants d'humidité. À la récréation, ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est qu'on voit qu'en faisant sortir les enfants, mais sans aérer, on va avoir une légère décroissance, parce que notre système de ventilation continue à tourner, mais qu'elle n'est pas très, très importante, cette décroissance. On passe de 45% d'humidité à 40%, alors que quand on était dans le cadre d'une aération, on passait de 80% à 50%. Donc, la décroissance était beaucoup plus importante. Et c'est en ça, en fait, que l'aération et la ventilation sont complémentaires. La ventilation, elle évite d'avoir des pics trop élevés de polluants parce qu'elle évacue au fur et à mesure. Par contre, quand on va avoir un pic, effectivement, la ventilation va mettre très longtemps à redescendre à des concentrations acceptables. Alors que l'aération,
pour un temps beaucoup plus court, vous augmentez énormément le renouvellement d'air et donc vous allez redescendre beaucoup plus vite quand vous avez un pic de pollution. Ça me permet de faire remarquer au passage que dans le cas sans ventilation, on avait des infiltrations d'air, donc des problématiques de perméabilité à l'air. Quand on rénove un bâtiment ancien dans lequel il y avait ce genre d'infiltration, si on ne met pas en place de système de ventilation, on diminue d'autant le renouvellement d'air et donc on va avoir apparaître de vraies problématiques de qualité d'air. Pour la ventilation, le principe, c'est que notre système va faire entrer de l'air extérieur à l'intérieur parce que cet air est plus sain. Ensuite, cet air va circuler dans le bâtiment et au fur et à mesure, il va se charger des polluants qu'il croise. Et ensuite, il va être extrait. On ne fait pas rentrer l'air et sortir l'air au hasard. Il y a un sens de circulation. On fait rentrer l'air dans les pièces de vie, qui sont les pièces où on passe le plus de temps. Donc concrètement, ça va être la chambre, ça va être le salon. Pour un bâtiment tertiaire, par exemple une école, ça va être les salles de classe. Ensuite, on le fait circuler éventuellement dans des locaux transitoires comme des couloirs. Et ensuite, on va l'extraire dans les pièces dites de service ou humides ou à pollution spécifique. Donc, par exemple, les sanitaires, la salle de bain et la cuisine, dans lesquelles, effectivement, on va émettre des polluants. Donc, globalement, on va charger l'air en polluants. Et en plus, il se trouve que c'est des pièces où on passe moins de temps. Donc, si jamais on respire un air de moins bonne qualité dans ces pièces-là, c'est pas très grave parce que globalement, on va respirer beaucoup moins longtemps, donc on sera moins exposé que si on avait respiré un air pollué dans la chambre où on passe en gros 7 heures par jour. Il y a différents systèmes de ventilation, je ne vais pas tous les détailler, mais pour donner les grandes familles, il y a les ventilations naturelles avec des grilles hautes et basses. Et puis, il y a les ventilations mécaniques contrôlées, que j'appelle VMC, dans lesquelles on va avoir les simples flux où seule l'extraction est mécanisée, et les doubles flux où à la fois l'extraction et l'insufflation sont mécanisées. L'intérêt, ça va être notamment de récupérer les calories de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant. La problématique des ventilations, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a des gros soucis de non-conformité déjà à réception. Pour vous donner des chiffres, dans le logement neuf, donc dans le cas entre guillemets le plus favorable, parce que le logement c'est plus simple que le tertiaire, et neuf, on maîtrise tout, contrairement à la rénovation, on a déjà 50% de non-conformité à réception, avant même que les occupants aillent dérégler ou nuire au système. Quels sont les défauts de conception et de mise en œuvre qu'on va avoir? Alors, nous, on en a un peu sur toute la chaîne. Globalement, pour que ça fonctionne bien, il faudrait que l'entrée d'air et l'extraction soient le plus éloignées possible pour que l'air balaye, c'est-à-dire qu'il circule, dans tout le bâtiment. Donc, en termes de schéma, si vous regardez en haut à gauche, vous avez une entrée d'air et une extraction qui sont très proches. Et du coup, l'air qui est assez feignant va juste passer de l'un à l'autre sans renouveler l'air de la pièce. Donc, globalement, vous n'avez pas du tout renouvelé l'air à l'endroit où les enfants respirent, mais simplement dans le quart supérieur gauche de la pièce, ce qui a une utilité assez modérée. Ça, c'est le schéma. Et là, vous voyez qu'on peut retrouver exactement la même chose en photo, c'est-à-dire dans des bâtiments réels, avec une entrée d'air par la menuiserie et l'extraction qui se situe à quelques centimètres. Là, c'est encore pire. Vous avez une bouche d'extraction et une bouche d'insufflation qui sont côte à côte. Donc là, ça ne sert vraiment à rien du tout, ce renouvellement d'air-là. Et puis ça, c'est de l'autre côté, donc on est encore sur une double flux. À l'extérieur, si vous avez le rejet d'air vicié qui se situe juste à côté de la prise d'air neuf, vous allez avoir une contamination de votre air neuf et potentiellement des problématiques de pollution qui tournent en boucle, en fait. En théorie, le règlement sanitaire départemental TIF demande d'avoir 8 mètres d'écart entre une bouche d'extraction et, enfin, entre un rejet d'air vicié à l'extérieur et une prise d'air neuf. Et puis, on va avoir la problématique entre la bouche d'extraction et le rejet d'air, il y a une gaine. Là, vous voyez qu'elle a été complètement coupée et donc forcément, l'air ne circule pas, ça ne marche pas. Et là, vous avez une problématique de perte de charge parce que votre gaine, elle fait des promenades dans tous les sens et des ronds à n'en plus finir. Du coup, à chaque fois, vous perdez en charge. Et puis, vous allez aussi avoir des problématiques sur les entrées d'air, où normalement, on est censé avoir des mortaises bien percées comme il faut à l'usinage. Très régulièrement, ce que vous voyez, c'est des petits trous qui ont été faits à la perceuse après coup. Et vous imaginez bien que sur des petits trous comme ça, la surface d'entrée d'air est largement inférieure à ce qu'on aurait pu attendre avec une mortaise percée convenablement. En termes de perspectives et d'exigences réglementaires, dans l'habitat neuf, à partir de maintenant, l'ARE 2020 oblige à avoir des contrôles à réception des installations de ventilation, dont des mesures de débit. Ce qui est plutôt rassurant parce que du coup, ça va augmenter ça va aider à professionnaliser la filière parce qu'actuellement, il n'y a pas de métier de ventiliste en France. Mais vu que là, il y aura des exigences et des vérifications à réception, on imagine qu'il va y avoir aussi une professionnalisation de la formation.
Dans la rénovation, je vous ai dit que la RT élément par élément n'obligeait pas à mettre en place un système de ventilation, mais il y a des garde-fous dedans quand même. On est supposé garder des entrées d'air hautes et basses quand on isole. Et puis, quand on met en place des nouvelles menuiseries, on est supposé s'assurer qu'il y ait des entrées d'air dans les pièces de vie. Je dis bien supposé parce qu'on voit encore très régulièrement des choses qui ne sont pas du tout conformes à cette ERT. Et puis aussi une nouveauté dans les DPE, maintenant on va commencer à parler un peu ventilation, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à présent. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Je suis désolée, c'est allé peut-être un petit peu vite. N'hésitez pas, du coup, enfin je pense qu'on va passer à la suite, mais n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je répondrai, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était rapide, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça parfaitement clair. On n'a pas de questions pour l'instant. Par contre, on va laisser nos participants digérer ton intervention pendant que on appelle donc Thierry Léger de la Chambre de métier qui, en entretien avec Jean-Marc Fabre, entreprise de peinture, vont intervenir ensemble pour donner un aspect plus terrain de la qualité d'air intérieur du point de vue peintre. Donc, je vous laisse la parole à tous les deux. Eh ben merci, merci de nous laisser la parole et je vais demander en quelques mots à Monsieur Fabre de se présenter, de donner son activité et un petit peu voilà juste de se présenter pour que après on puisse développer un petit peu la question de la qualité de l'air par rapport à votre métier. Alors vous allez activer votre micro, Monsieur Fabre. Voilà, c'est un mieux comme ça. C'est bon. Jean-Marc Fabre, je suis maître artisan en peinture décoration, donc je suis basé à Poigny, à côté d'Auxerre. J'ai une entreprise de peinture décoration, on travaille à 80% chez le particulier, donc à l'intérieur des maisons. Et donc, c'est une entreprise familiale et ça fait à peu près 35 ans que je suis dans la peinture, donc j'ai pu voir l'évolution du métier de peintre et des produits qu'on applique. Et ben justement, ça me permet de vous poser la première question. Est-ce qu'au niveau de la clientèle de vos particuliers, est-ce que la question aujourd'hui de la qualité de la peinture au sens qualité de l'air ou qualité des polluants ou COV, est-ce que c'est une question ou une attention particulière que vous avez avec votre clientèle? Est-ce que c'est un sujet nouveau? Aujourd'hui, les clients ont quand même les informations qu'ils n'avaient pas avant. Ne serait-ce que sur les fiches techniques des produits. Moi, j'ai ressorti des fiches techniques de produits d'il y a 20 ans. On ne parlait même pas de COV. On parlait de faire attention par rapport, on employait à l'époque 80% de produits solventés pour 20% de produits acryliques. Aujourd'hui, le rapport est complètement inversé puisqu'aujourd'hui, on travaille à 90% de produits acryliques et 10% de produits solventés. Donc, les clients, on a toujours des questions, c'est marrant, qui sont toujours les mêmes quand on va faire un devis. Est-ce que ça va sentir la peinture? Ben non, aujourd'hui, maintenant, ça ne sent plus la peinture. Et si en fin de compte, l'évaporation des produits avec moins de solvants à l'intérieur font que maintenant, ça ne sent quasiment plus la peinture. Et les clients, aussi bien sur les sols que sur les cols, que sur les peintures, nous posent beaucoup de questions et on a aussi une demande de labels. Il y a tous les donneurs d'ordre, les architectes, les maîtres d'œuvre. Maintenant, on nous demande des peintures classées à plus, des labels. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps aujourd'hui. Donc là, c'est plutôt les professionnels qui vous demandent des labels particuliers aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Quand je dis professionnel, les donneurs d'ordre, c'est pas trop le particulier qui vient vous demander. Donc le particulier aujourd'hui, il veut une peinture qui sente pas ou qui sente bon, on va dire. Voilà. Mais une peinture qui sent rien. Est-ce qu'une peinture qui sent rien relâche ou relargue des COV? Oui, elle relâche, mais elle relâche beaucoup moins. Si on reprend, si on fait un peu un historique 30 ans en arrière, hein, quand on a commencé, nous, on a employé des peintures vraiment solvantées, donc avec tous les risques qu'elle a avec. Hein, vous avez saturnisme, le benzolisme. On avait si on regardait les fiches techniques qui parlaient de maux de tête, de troubles neurologiques, des atteintes respiratoires, des produits cancérigènes. Et c'est vrai qu'on faisait une laque brillante à l'époque sur des chantiers, vous finissiez de peindre le plafond, vous aviez mal à la tête. Maintenant, ça, les clients, ils n'en veulent plus. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est des produits sains. Et heureusement, nos chimistes, puisque à l'époque, quand on est passé de la peinture solvantée au fil des années, hein, la peinture les peintures acryliques, les premières peintures acryliques n'ont pas forcément
une bonne réputation puisque les peintures acryliques à la base n'avaient pas les mêmes propriétés que les peintures solvantées, c'est-à-dire qu'elles étaient moins couvrantes, elles étaient moins jolies, elles étaient plus pommelées, elles garnissaient moins, elles étaient moins opacifiantes. Et on a les chimistes qui ont arrivé à nous inventer des peintures qu'on appelle aujourd'hui hydrodiluables, donc avec une résine noble, comme les peintures de sirop. Par contre, ça se dilue avec de l'eau. Et ça a fait descendre vraiment le taux de COV. Maintenant, on a des peintures avec 10 grammes de COV au litre. Et c'est des choses que je n'avais pas du tout. Quand vous employez une peinture comme ça, c'est vrai que les rejets d'émissions dans l'air sont beaucoup moindres. Et surtout, l'odeur est moindre. Donc, effectivement, ça sent peut-être plus neuf comme avant. Mais au moins, c'est beaucoup plus simple. Et donc là, on a parlé pour le client. Maintenant, vous avez des salariés, on a des opérateurs qui vont appliquer ces produits. Est-ce qu'ils sont sensibles à ces notions de santé, de sécurité pour l'applicateur? Ils sont sensibles suivant les produits qu'on applique. Effectivement, je reviens toujours en arrière. Il y a 30 ans, on faisait une peinture au pistolet, il fallait mettre un masque obligatoirement. Aujourd'hui, on met des masques, mais ce n'est pas forcément les mêmes cartouches, puisqu'on n'a pas les mêmes effets, puisque les peintures sont beaucoup plus neutres au jour d'aujourd'hui. Mais par contre, vous appliquez une colle, forcément avec des colles néoprène, et bien vous avez les EPI qui vont avec, parce qu'on a quand même encore des produits où on est obligé d'appliquer des produits. On n'a encore pas en face les propriétés aussi performantes avec des produits qui seraient neutres. Donc forcément, dès qu'on travaille avec des produits plus agressifs, eh ben, il faut tous les EPI qui vont avec. Est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu de labels qui sont mis en œuvre sur les peintures ou des choses qu'on pourrait retrouver, nous, en tant que clients, lorsqu'on veut s'informer sur les peintures qu'on pourrait faire appliquer par un professionnel? Alors, les labels, on a plusieurs labels. Hein. Déjà, le label NF, hein, l'écolabel, donc l'écolabel qui est un label européen et qui permet, comme c'était très bien décrit tout à l'heure, de différencier les différents produits qui sont toxiques dans la peinture et surtout leur teneur. Et là, c'est là qu'on arrive, comme je vous disais tout à l'heure, avec des peintures avec 10 grammes de COV au litre. On a forcément les peintures A+, et là, c'est par rapport à l'émission, ce qui était dit aussi tout à l'heure. Appliquer la peinture, c'est une chose, mais c'est l'émission surtout qu'il y a dans l'air lorsque la peinture va sécher. Les solvants vont s'évaporer. Alors, on parle des formaldéhyde, on parle de tous ces produits-là, mais il y en a plein d'autres. Et par exemple, j'ai noté que si on prend une peinture en phase aqueuse avec un A+, ça génère un pic de pollution pendant 72 heures. C'est-à-dire pendant 3 jours, il faut essayer d'aérer au maximum pendant que la peinture dégaze. Ça, c'est une peinture A+. Si on prend une peinture solvantée, donc classe C, il faut 26 jours pour que la peinture dégaze. Donc pendant 26 jours, elle va polluer l'intérieur de votre maison. Donc là, c'est simple, vous prenez un pot de peinture, si c'est A+, en 3 jours, tous les effets, tous les produits néfastes qui sont dedans vont s'être évaporés à condition de ventiler. Avec une peinture C, il faut 26 jours. On voit vraiment la différence entre tous les produits. Et c'est vrai que toutes ces normes, tous ces labels qui sont facilement repérables et lisibles sur nos pots de peinture, ça rassure aussi le client. Donc moi, ce que j'ai retenu de l'intervention précédente d'Ambre, c'est de bien éviter déjà de faire rentrer le polluant dans le bâtiment en termes notamment de stockage. Donc, je pense notamment les pots des fois qui étaient plus ou moins ouverts ou plus ou moins étanches et qui relarguent lorsqu'on n'est pas là lorsqu'on fait un chantier, on ferme pas forcément les pots pour du gain de temps. Et là, vous êtes en train, je dis vous, on est en train de polluer le bâtiment et ça peut aussi s'infiltrer dans les parois qui sont poreuses et relarguer passivement dans le bâtiment. C'est exactement ça. Oui. Donc, allez-y. Non, mais je vous écoute. Voilà. Et j'ai noté aussi qu'on ne savait pas dépolluer un bâtiment. Ça, c'est le discours qu'a tenu Ambre, même si on nous vend des choses. Et aussi l'importance de ventiler, aérer. Et donc, je suppose que là, vous êtes sur un particulier, c'est pas toujours évident d'expliquer au particulier qu'il va falloir ventiler, aérer la pièce le temps du chantier, parce que là, si vous êtes en train d'appliquer les peintures à cette période de l'année, et étant donné que c'est moi qui paye les factures, on va chauffer, comme disait tout à l'heure Ambre, les moineaux. Et ça, on le remarque beaucoup avec nos particuliers, c'est-à-dire avant, on avait vraiment une époque où l'été,
on faisait surtout les extérieurs. Et puis donc l'hiver, on travaillait à l'intérieur. Et au jour d'aujourd'hui, on a vraiment des clients qui, même pour des travaux intérieurs, veulent à tout prix qu'on fasse ça pour les beaux jours, pour pouvoir aérer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout il y a 20-30 ans. Au jour d'aujourd'hui, on fait énormément de travaux intérieurs durant l'été, puisque les gens veulent profiter des beaux jours pour pouvoir aérer en même temps. Et effectivement, on n'a pas de produit magique, mais le but du jeu, c'est déjà d'amener le moins possible de polluants à l'intérieur, de limiter les polluants, justement en employant des produits le plus sains possible. Et on a aussi vraiment des clients qui sont pointus, qui sont dans la recherche de l'excellence. Et en face de ça, on a aussi des nouveaux produits qui sont arrivés. Franchement, en peinture, on a fait une grosse évolution. Voilà, moi, je connais le domaine de la peinture, mais je sais aussi bien que dans l'isolant, même avec les revêtements de sol. Maintenant, on pose des revêtements de sol à base de liège, beaucoup plus naturel. Dans l'école, il y a eu des gros progrès dans l'école. Et dans les peintures, maintenant, on a des peintures biosourcées. C'est des produits issus de résine végétale. Et là, on est à 1 gramme de COV au litre. Donc là, on est vraiment à des peintures quasiment neutres. Et ces peintures biosourcées, on en parle avec nos fabricants, on en parle avec nos distributeurs. Et au début, c'était une niche et c'est un produit qui se développe. Et c'est à nous, en tant que professionnels, de le faire développer. C'est-à-dire que vous faites un billet avec une peinture, on va dire, classique. Et à côté, vous faites une variante en produit biosourcé, parce qu'aujourd'hui, là, cette peinture-là sera plus onéreuse. Mais par contre, en qualité d'air intérieur, ça change tout. Et le surcoût, il est à peu près de combien entre 20%. les 20% plus cher? Il faut savoir que nous, dans la peinture, l'achat de matières premières, c'est 20% du devis. Donc, ça fait 20% sur 20%. Le restant, c'est que la main-d'œuvre. Donc, c'est pas non plus, c'est pas du simple dos. C'est pas 20% du devis en plus, c'est 20% de la matière première en plus. Ouais, donc vous dites 20%, ça fait beaucoup, mais si on le rapporte à un devis, Voilà. c'est une petite partie du devis. Voilà, faut le présenter, je dirais autrement. Faut pas dire au client, ça fera plus 20% tout de suite parce qu'il va prendre peur, il vous dira non, je suppose tout de suite. Et c'est d'apporter dans le devis aussi les arguments, le fait que ces peintures ou ces colles vont être plus saines, pour les occupants du local. Tout à fait. Et on a aussi des gros efforts je vais défendre un peu ma filière, puisqu'on a quand même des gros efforts auprès des fabricants, puisque maintenant, on a des bacs de recyclage chez la plupart de nos distributeurs. On ramène aussi bien nos restants de peinture non utilisés, soit qui sont périmés, soit qu'on ne se sert plus. On peut ramener tout ce qui est emballage souillé, tout ce qui est des bidons vides et tout ça, c'est un effort que font nos fabricants et qui récupèrent tout ça. Moi, dans mon entreprise, j'ai mis en place depuis des années des bennes à déchets, des eBay, des bennes à déchets toxiques. Et on a une filière, on a une traçabilité, où vont nos produits, où sont recyclés nos produits. Et ça, en bas de mes devis, il y a une petite phrase qui dit que nos déchets sont triés, recyclés par tel organisme. Et c'est un coût en face. Et j'ai jamais un client qui m'a dit moi, ça, je veux pas le payer. C'est pour montrer l'évolution de la clientèle qui maintenant est prêt à donner 10 ou 20 euros de plus à condition que l'entreprise soit le plus saine possible et que les produits soient les plus sains possibles. Les déchets qui sont repris par vos fournisseurs, c'est repris gratuitement ou vous payez? C'est repris gratuitement. D'accord. Et vous avez parlé que vous avez mis en place un système de tri dans l'entreprise et vos produits usagés, je pense, ça peut être des chiffons, ça peut être les emballages, les pots. Est-ce que c'est stocké à l'intérieur de l'atelier ou à l'extérieur de l'atelier? Alors, tout ce qui est produits usagés, ce qu'on appelle les produits souillés, aussi bien les chiffons, les brosses et tout, c'est dans des bacs à l'extérieur du dépôt. D'accord, parce que dans le dépôt, on a une pièce qui est destinée au stockage des produits. Donc, tout ce qui est solventé, c'est dans le dépôt, mais on va dire c'est dans la partie entrepôt où les véhicules sont stockés, donc qui est un endroit qui est très aéré, qui est ouvert vraiment très régulièrement. Et après, on a ce qu'on appelle à la cabine où on stocke les produits acryliques, donc qui ne doivent pas avoir de grosses variations de température ni gelées, où là, il y a un système de ventilation à l'intérieur du dépôt pour ces produits-là. D'accord, mais pour les produits dangereux,
les produits usagés, souillés, ils sont pas stockés à l'intérieur et on n'a pas le risque de relarguer le polluant dans l'atelier ou dans le dépôt où les salariés et vous pourriez être du coup confrontés. Donc vous avez bien stocké à l'extérieur du bâtiment. Donc c'est aussi de faire passer un message aux entreprises lorsqu'on a des déchets dangereux de les stocker dans un endroit qui est ventilé pour pas polluer, relarguer en permanence. Tout à fait. Et même, c'est des bacs qui sont complètement étanches avec des grilles dessous si des fois ça coule. Enfin, même on ne fait même pas de pollution dans le terrain, puisqu'en fin de compte, c'est toujours propre dessous. Vous avez mis des rétentions et Voilà. je dirais, vous appliquez ce que prévoit la réglementation, hein, ce que vous avez expliqué, c'est ce que prévoit la réglementation et qui va être encore un peu plus renforcé en début d'année avec toutes les filières de traçabilité, de collecte des déchets. Mais c'est très bien que vous le présentiez. Ça fait voir que c'est des choses qui peuvent être mises en place par les professionnels et vous n'avez pas peur de le répercuter, de l'indiquer au client, de le répercuter sur la facture, comme la réglementation le prévoit. Et vous nous témoignez, vous nous dites que les clients n'ont pas de refus parce que en plus vous êtes capable d'assurer une traçabilité et vous dites auprès de prestataires que ça va être éliminé et pas brûlé ou balancé dans des endroits comme on a pu le voir par le passé. Je pense notamment des fois des particuliers. Tout à fait. Et moi, je vous dis, ça fait plus de 5 ans qu'on a cette traçabilité-là et jamais sur un devis, on m'a demandé d'enlever cette ligne-là. D'accord. OK. Je vous remercie. Je sais pas, Lina, j'ai pas regardé les questions. Est-ce que tu as des remarques ou des questions ou des sujets que tu voudrais aborder avec Monsieur Fabre pendant qu'il est avec nous? Non, j'ai pas de questions supplémentaires pour Monsieur Fabre. Tu en as posé tellement, toi, que je pense que tu as été, assez exhaustif. Nous avons encore Ambre avec nous, si vous avez des questions pour Ambre. Moi, j'en aurais peut-être une pour toi, Ambre. Je sais pas, c'est pas préparé, donc si tu sais pas répondre, c'est pas grave. Vas-y. Parmi j'ai bien entendu que tu disais que, enfin, la seule chose de savoir ce que représente un label, c'est d'aller glaner soi-même dans le cahier de charge, en fait. Mais donc tous les labels que tu as cités, en fait, sont plus performants encore que le COVA+, de toute façon. Et est-ce qu'il y a une hiérarchie connue entre les différents labels? C'est difficile de faire une hiérarchie, en fait, parce que tu vois, il y a la partie environnementale et la partie sanitaire. Quand ils prennent que l'un ou que l'autre, comment tu hiérarchises l'un par rapport à l'autre alors qu'ils ne parlent pas de la même chose? C'est compliqué. Non, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Après, par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est de regarder s'il y a une procédure normée. En général, c'est le cas, mais qu'il y a une procédure normée, comment elle est faite, et s'il y a un contrôle extérieur. Ça me paraît quand même des choses qui nous manquent sur l'étiquetage et qui sont intéressantes. Après, est-ce que c'est plus ou moins performant que l'étiquetage? La grosse problématique de l'étiquetage, encore une fois, c'est que c'est pas fiable. Les informations sont pas vérifiées. Oui, mais donc du coup, ce qu'on peut retenir en conclusion concernant le choix des matériaux, c'est que le strict minimum, c'est de choisir une peinture qui est classée COVA+, par exemple, ou un autre matériau, que ce soit du placo ou de la colle, etc., mais que il est encore préférable de viser des labels qui des performances. Sachant qu'il est relativement rare maintenant d'avoir des matériaux qui soient autre chose que A+. Oui, maintenant, oui. Très bien. Merci pour ces réponses. On ne va pas insister si nos participants n'ont pas de questions précises. Je vais voir si j'arrive de mon côté à partager l'écran pour donner les quelques mots de conclusion et de la fin. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran, je pense. Donc, c'est bon. J'ai résumé le petit échange concernant les labels et le COVA+, donc qui fait la transition de notre petit échange de tout à l'heure. Le CEREMA où travaille Ambre a fait des petites vidéos de sensibilisation sur la qualité d'air intérieur, tout comme le RECA très récemment. Ces vidéos-là sont disponibles par les liens dans le support et il y a eu pas mal d'échanges concernant la ventilation. Sachez que le Pôle énergie a organisé l'année dernière un webinaire « Comment réussir son système de ventilation » parce qu'on constate qu'il y a effectivement beaucoup de défauts, même avant de commencer à l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à visionner ça. On va vous transmettre le support de présentation
avec tous ces détails. Pour rappel, ce webinaire est le dernier d'une série de 4 événements que le Pôle Énergie et la CMA organisent ensemble. Le premier, un bilan sur la RE 2020 au bout de 8 mois d'utilisation. Donc, le temps est encore passé depuis, mais je pense que les constats restent les mêmes. On a fait 2 événements, l'un en physique et l'autre récemment en visio sur les déchets de chantier. Justement, on a évoqué le changement réglementaire, la possibilité de reconduire les coûts vers le client. Et celui-ci, ce soir. Donc, l'ensemble de ces événements sont consultables sur le site du Pôle Énergie. Et avec ces mots de la fin, je remercie d'abord tous nos intervenants qui se sont mobilisés ce soir pour partager leur expérience et leur expertise avec vous. Et je remercie également tous les participants de vous être connectés ce soir et je vous dis à bientôt pour un autre événement. Merci et bonsoir. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir.